Bonjour et bienvenue sur les chemins de la République pour un nouvel épisode des colporteurs du web. Un épisode qui s'inscrit dans un contexte d'émotion, de traumatisme après les récents attentats qui ont touché notre pays à Conflans-Sainte-Honorine avec l'assassinat de Samuel Paty, puis à Nice où trois personnes ont été tuées dans l'église Notre-Dame. Et proche de nous, l'Autriche également a été très durement frappée. Donc depuis 2012, la France a été touchée par plus d'une vingtaine d'attentats terroristes qui ont provoqué la mort de plus de 250 personnes et fait des centaines de blessés et on peut probablement dire des milliers de traumatisés. Plan Vigipirate, mesures de sécurité renforcées, état d'urgence sont des termes et des mesures qui ont envahi notre quotidien parce que sur notre sol, la barbarie est là, est toujours là, comme une menace insidieuse qui se répand, qui prend souvent sa source dans je devrais dire, les théories du complot qui sont des opérateurs de radicalisation autour de lesquels peuvent se structurer différentes formes de xénophobie. Internet, les réseaux sociaux sont des vecteurs de réseaux toxiques qui regorgent de fausses informations et le rôle de l'éducation est là pour y faire face. Pour nous apporter un éclairage sur ces questions, nous recevons aujourd'hui Séraphin Alava. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, membre de la chaire UNESCO Prévention de la radicalisation. Vous êtes rédacteur du projet de l'UNESCO Radicalisation et médias sociaux. Vous êtes expert auprès de l'Union européenne en cyber-radicalisation, cyber-extrémisme. La liste est très longue, je n'ai retenu que les principaux. Vous êtes également coordinateur du réseau Practices, réseau européen de chercheurs, d'associations, d'institutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Le projet Practicis est un projet européen d'envergure puisqu'il touche 12 pays et 23 institutions. C'est un projet qui est un projet toulousain. Peu de Français le savent, c'est de Toulouse qu'est parti ce projet et la ville de Toulouse est membre de ce projet. C'est le projet de mobilisation des savoirs universitaires, des savoirs du terrain pour améliorer la compréhension des phénomènes de radicalisation, d'améliorer les démarches de prévention et proposer de construire des outils pour que chacun, à la place où il est, puisse mieux comprendre et mieux anticiper ces phénomènes. D'accord, donc merci pour ces explications. Alors c'est vrai que depuis 2015, sur fond d'attentats commis ou déjoués, les questions de la radicalisation, du terrorisme, ponctuent très régulièrement notre actualité. Et il semble utile de préciser, ou plutôt d'éclairer rapidement, mais d'éclairer quand même quelques termes qu'on emploie souvent, je crois, de manière générique pour qualifier des choses qui ont tendance à évoluer. Le terrorisme d'aujourd'hui n'est pas forcément le même, vous allez nous l'expliquer, que celui des mouvements de libération nationaux dans les années 60 ou 70, ou voilà, et ce qu'on désigne comme terroriste change de nature, d'objectif, d'acteur, parfois d'espace. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du terrorisme et... La définition du terrorisme, elle est formulée et stabilisée au niveau international, pas de l'humour radicalisation, on y reviendra tout à l'heure. Le terrorisme, c'est l'utilisation de formes violentes extrémistes dans un but de terreur et un but d'assassinat de masse. C'est la forme la plus classique que l'on connaît. Rappelons-nous que ce terme de terrorisme vient de terreur et que malheureusement, ce sont les Français qui ont mis en place ce premier phénomène-là. Quand on reviendra sur l'histoire, on verra que c'est beaucoup plus ancien que cela. Voilà. Souvent, on parle de radicalisation menant à la violence ou menant au terrorisme pour parler d'un processus plus interne, plus personnel, qui va faire que peu à peu une personne va adhérer à l'idée que la seule solution pour faire avancer ses idées, pour se défendre ou pour attaquer, c'est l'utilisation du terrorisme. D'accord. Et est-ce que vous pouvez porter un regard, justement, vous avez défini le terrorisme comme étant différent suivant les frontières. Quelle est la situation géopolitique au niveau du terrorisme? Quelle est la situation dans le monde? Dans le monde, il y a beaucoup de formes de terrorisme et dans la petite gravure que j'ai apportée aujourd'hui, vous voyez un petit peu, même si on utilisait caricature, et tant mieux qu'on utilisait caricature, qu'il y a autant de terrorisme qu'il y a d'idées ou d'idéologies.
Aujourd'hui, on parle de suprémacisme blanc aux États-Unis pour parler de dérives d'extrême droite masculiniste. On parle de terrorisme bouddhiste contre des musulmans. On parle bien sûr de mouvements islamistes, djihadistes, qui sont violents. On peut considérer que la xénophobie qui amène jusqu'au génocide en Afrique est une forme d'utilisation du terrorisme. D'ailleurs, le mot assassin, qui vient de hachichin, et qui est un vieux terme antique, montre bien que certains ont choisi la forme la plus violente pour imposer leur opinion et leurs idées. D'accord, donc on voit bien que le terrorisme n'est pas seulement du terrorisme islamiste, effectivement. Aux sources du terrorisme, on entend parler très souvent de la théorie du complot, je devrais dire les théories du complot, parce qu'il y en a plusieurs, qui intervient comme un opérateur de radicalisation autour de laquelle peuvent se structurer des formes de xénophobie différentes à partir de fausses informations qui nourrissent la théorie du complot. Quels en sont les ressorts et quels sont les mécanismes de cette théorie du complot, ou cette théorie du complot? Les théories du complot. L'idée générale d'une théorie du complot, c'est dire l'explication du monde n'est pas apparente. Elle est apparente quand on va regarder sous les cartes, c'est-à-dire quand on va dénoncer le complot. Cette théorie qui ferait que pour comprendre les événements du monde, on a besoin d'aller en dessous des cartes, est ancienne comme le monde. Très souvent, on a utilisé cette notion de complot pour justifier tous les massacres et tous les éléments violents. La théorie du complot est un opérateur de violence, c'est-à-dire qu'il opère trois éléments. Le premier élément, c'est qu'il donne le sentiment que vous ne pouvez pas accéder à la vérité. Elle vous est impossible, elle est cachée. Comme elle est cachée, ne cherchez pas à être rationnel. Cherchez simplement à comprendre tout ce que vous voulez à travers cette notion de théorie du complot. Ça, c'est le premier. Ce qui va vous permettre une sorte d'anémie rationnelle qui va vous empêcher de penser et qui vous donne une seule explication. Deuxième fondement de la théorie du complot, c'est de vous amener à vous positionner comme un révélateur, comme un justicier. Puisque vous savez que quelque chose est caché, vous avez l'exigence de le révéler et de l'annoncer. Et troisième, elle vous offre un bouc émissaire. Il n'y a pas de théorie du complot sans un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire va être très souvent la population, qui est la population discriminée, la population qui est rejetée, la population qui est incomprise. Et on ne sera pas étonné que les trois quarts des théories du complot viennent placer l'étranger ou le juif comme au centre de cette théorie. C'est quelque chose de nouveau, ou c'est quelque chose qui a vraiment une assise profonde dans notre histoire? Oui, si on remonte l'histoire et si on regarde un petit peu l'histoire, on va d'abord se rendre compte que un terrorisme religieux, il n'est pas juste du XXe siècle ou du XXIe siècle. On pourrait se rappeler que l'Inquisition avait utilisé les formes les plus violentes et les formes les plus extrémistes, que la chasse aux sorcières et la chasse à l'ensemble des femmes qui osaient exprimer une opinion différente et qui rechercher la liberté était importante. Rappelons-nous de la Saint-Barthélemy, rappelons-nous les querelles religieuses. Donc, on est dans un pays où la question de la religion a toujours eu des déviances et des déviances radicales et terroristes. Mais le terrorisme est beaucoup plus aussi ancien que ça. J'ai mis dans quelques images pour rappeler que l'assassinat de Ravaillac, l'imposition de la terreur, les assassinats au XVIIIe et au XIXe siècle anarchistes, l'assassinat de Jaurès, sont toujours des attentats fait à la liberté et à la liberté de s'exprimer. Et donc, c'est beaucoup plus ancien. Alors, bien sûr, notre XXe siècle a été un XXe siècle très violent. Et là aussi, on peut voir qu'on l'ensemble. Ce qui est étonnant, c'est qu'un pays qui a une telle expérience d'attentats de terrorisme semble si démuni aujourd'hui pour pouvoir comprendre ces phénomènes et pouvoir les anticiper. Alors, vous attribuez cet état de fait à quelque chose de particulier?
Je crois que la difficulté qu'on comprendre, c'est la difficulté que l'on a de pouvoir anticiper les formes violentes les plus extrêmes dans des mouvements qui, au départ, n'étaient pas comme ça. Et cette dérive les plus extrêmes, elles apparaissent dans beaucoup de mouvements. Hein, et il nous faut pouvoir les anticiper. C'est aussi que l'articulation entre la liberté d'expression, l'éducation, la culture, comme rempart face au terrorisme, n'est pas encore assez développée et qu'on est assez démunis sur ce point-là. C'est vrai qu'on va pouvoir revenir sur cette question dans quelques instants. La radicalisation, donc c'est un phénomène en expansion. Et c'est vrai qu'on ne peut pas aborder la théorie du complot, ses ressorts, sans aborder la question d'un vecteur important et moderne qui est Internet, les réseaux sociaux, sur lequel se diffusent énormément de discours toxiques. Donc comment sont alimentés ces réseaux, comment sont alimentés ces discours, quel rôle peuvent-ils jouer dans les mécanismes d'endoctrinement Oui. Depuis, je dirais, le début du XXe siècle, je dirais presque la fin du XIXe siècle, l'action terroriste s'est toujours associée à une action médiatique. Il était important d'avoir un double attentat, l'attentat réel et puis l'attentat médiatique, et de jouer sur cette médiatisation. On pourrait le voir dans toute l'histoire du terrorisme, on peut le voir. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les groupes les groupes les plus divers sont présents. On va pouvoir trouver, bien sûr, des groupes islamistes, djihadistes qui sont présents, mais on peut trouver des mouvements de l'ultra-droite, on peut trouver des mouvements Black Bloc, on peut trouver des suprémacistes. On va pouvoir trouver tous les groupes qui, dans le monde, font marcher de la violence extrême et du terrorisme, qui vont avoir leur place. Alors, ça vient d'un phénomène qui est d'abord un phénomène positif, c'est que l'Internet a été un déclencheur d'une explosion de liberté d'expression et de possibilités de liberté d'expression. Ça vient d'un élément négatif, c'est que cette liberté d'expression, elle n'a pas de contrepartie et elle n'a pas de possibilité d'avoir des remparts ou des garde-fous. Et donc, du coup, les groupes les plus extrémistes ont utilisé cela parce qu'ils peuvent publier, ils peuvent être lus, ils peuvent se diffuser et ils peuvent être aussi protégés grâce à l'anonymat. Donc on a eu toute une présence très forte de ces groupes. Aujourd'hui, on peut considérer que l'Internet ne radicalise pas en lui-même, hein, mais que l'Internet est un espace de rencontre d'idées radicales. D'accord. Alors, quel peut être l'impact, est-ce qu'il y a une mesure d'ailleurs qui est faite là-dessus, sur cette question, sur les mécanismes d'endoctrinement? Est-ce que vraiment ça concourt, est-ce qu'on est en capacité de mesurer vraiment l'impact d'Internet dans la progression des discours Alors, vous avez complotistes noté le travail que j'ai fait pour l'UNESCO. On a travaillé pour faire la synthèse mondiale des articles scientifiques portant sur ce phénomène-là. On a travaillé sur 4518 articles scientifiques et on n'a pas trouvé de cause et très peu de cas de radicalisation totale par l'Internet. C'est toujours lié à des groupes et c'est toujours lié à des individus. C'est-à-dire que ça va être un outil. L'Internet est un outil d'accroche. C'est par l'Internet que je vais commencer à discuter avec la personne sur un réseau social. C'est par Internet que je vais pouvoir inonder progressivement cette personne de médias, de vidéos, d'éléments. C'est par l'Internet que je vais lui donner le sentiment qu'il est dans la juste cause, que ses idées les plus radicales sont normales, sont bienvenues. Il n'a pas rencontré de danger. Mais c'est souvent par la rencontre, par le travail de proximité que se passe le basculement. Il y a toujours ces doubles éléments. La présence des théories du complot, la critique faite aux médias, la destruction progressive d'une raison même de la rationalité, c'est-à-dire réfléchir, penser, avoir des arguments, devient dans l'Internet un contresens. D'ailleurs, on pourra dire, et un jeune pourrait me dire, monsieur, vous avez dit deux arguments, faites plus simple. Dites plus simple. Et le plus simple, c'est oui ou non. Et l'Internet réduit cette pensée. Et donc, du coup, en réduisant cette pensée, on a plus facilement des pré-opinions mâchées,
théories du complot, grandes théories radicales qui vont arriver et qui vont convaincre. Alors, grande théorie radicale, discours complotiste, sous forme vraiment structurée ou plutôt l'amalgame de points de vue individuels ou est-ce qu'il y a vraiment une construction qui est faite sur ces discours-là est-ce que c'est vraiment... Il faut regarder dans deux versants. Le versant du terroriste qui embrigade, c'est structuré. J'ai montré, parce que j'ai appelé la conversation radicale, comment par étapes progressives, quelqu'un sur le net va isoler la personne, va peu à peu lui donner un certain nombre d'idées radicales, va le pousser jusqu'à ses extrêmes et va le couper de son milieu. Là, c'est très structuré. Il y a une véritable politique de communication, utilisant d'ailleurs les techniques de communication les plus solides que la presse pourrait utiliser. Du côté de la personne, il n'y a pas ça. Il y a une émotion, un bombardement d'informations, un sentiment que pencher de ce côté, c'est peut-être mieux que de pencher dans ce côté, sans une anticipation réelle de ce qu'il va faire, une sorte d'hameçonnage de la personne qui va se retrouver blessée, et le sentiment progressif d'être de mieux en mieux dans une communauté de cohérence. Ayant de la difficulté à supporter les incohérences ou les injustices, il est là dans une situation d'incohérence. Donc on a d'un côté des groupes très organisés qui savent très bien faire cela et des jeunes qui sont de plus en plus démunis. D'accord. Et vous avez mentionné tout à l'heure la question de la tempérance finalement de ces discours sur Internet. Quelles sont les limites juridiques? D'ailleurs, y en a-t-il tout simplement? Est-ce qu'on peut agir contre ces réseaux de manière légale ou est-ce qu'au contraire c'est une grande difficulté? Alors, je dirais que l'on peut agir sur ces réseaux en rappelant simplement que quand vous êtes sur l'Internet, vous êtes dans votre pays. Et donc, vous êtes encore sous la loi de votre pays. Et donc, il faut que vous la respectiez. Donc, les polices doivent travailler à pouvoir repérer les infractions, les délits ou les crimes. Hein. En même temps, c'est difficile parce que l'information qui est donnée, elle est souvent sur des sites qui sont à l'extérieur du pays, dans lesquels il y aura de la difficulté à pouvoir les fermer, qu'il faut une coopération internationale. Mais s'ils arrivent à votre porte, derrière votre écran, c'est que un fournisseur d'accès a bien accepté de les donner et que des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux ont accepté de les publier. Voilà les trois niveaux de l'action publique. Responsabiliser les individus et leur rappeler que quand ils font une infraction à la loi sur Internet, ils font une infraction à la loi, augmenter les services de police spécialisés pour pouvoir le détecter et l'arrêter. Politique, aller convaincre les fournisseurs d'accès qu'ils ont une part de responsabilité quand ils laissent passer des discours de haine, des discours complotistes ou des discours proches des milieux terroristes, et faire un travail de conviction et parfois d'amende et parfois de mesures de droit auprès des réseaux sociaux, auprès des géants de l'Internet, pour leur demander de coopérer. Les géants de l'Internet coopèrent, ils ne coopèrent pas assez. Et ils ne mettent pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de clarté dans les actions qu'ils mènent. Les polices font un travail, mais elles sont trop nombreuses. Hein. Il faudrait multiplier par 10 ou par 20 le nombre d'effectifs de police judiciaire pour que le travail puisse être bien fait. Et en même temps, il y a une possibilité qui est notre responsabilité individuelle et citoyenne. Hein, quand je regarde quelque chose qui me semble être contre le droit, mon droit et mon devoir, c'est de le signaler. Si je vois quelque chose qui est un danger ou qui est un crime, je me dois de le faire. Et donc, chaque individu peut signaler, soit au site de la police, le Pharos, soit directement au fournisseur d'accès, pour que nous soyons aussi des vigies de paix et des vigies de protection. Et on voit bien que malgré
Le dispositif qui sont en place, bon, il est très difficile de contrer ces discours. C'est vrai qu'il y a aussi la question des algorithmes, donc ça facilite un petit peu le non-repérage par les fournisseurs d'accès. Il y a une loi en France, un projet de loi en tout cas, qui a été présenté assez récemment, la loi Avia, qui était destinée à lutter contre ces discours. Est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un projet de loi qui n'a pas été adopté. Oui, c'est un projet de loi qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel sur l'équilibre qu'il pouvait y avoir dans cette loi entre la liberté d'expression et le besoin de sécurité. La loi Avia comportait des éléments qui étaient des éléments positifs, qui étaient celui de mener une véritable politique d'influence et de pression auprès des géants du net pour les amener à améliorer leur contrôle, améliorer la modération, hein, puisqu'il y a à la fois des logiciels qui permettent de repérer ces discours, et à la fois il faut des modérateurs humains pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, je crois que même si cette loi Avia a été censurée, il faudra une loi, une véritable loi qui permette à la fois de garantir le droit de recours. Il n'était pas normal que des structures administratives puissent détecter et repérer quelque chose qui va être censuré. Il faut que les individus puissent avoir des droits de se défendre et donc de la justice. Mais il existe beaucoup de pays, je pense par exemple à l'Allemagne, je pense à d'autres pays dans le monde, qui ont mis en place des lois dans lesquelles ce problème de rapidité d'une décision de justice permet à la fois d'être réactif et à la fois faire que chaque personne qui a envie de se défendre puisse se défendre. D'accord. On vient de parler de la théorie du complot, de l'opérateur de radicalisation. Alors justement, il est temps de parler de radicalisation. Comment est-ce qu'on la définit déjà, la radicalisation? Alors, on définit théoriquement la radicalisation par un processus cognitif de cristallisation d'une pensée et de volonté que cette pensée puisse s'imposer aux autres et d'utilisation de la violence pour imposer cette pensée. Si on peut le préciser, c'est une courbe à plusieurs étages. Hein. Si je peux prendre 5 minutes pour vous le dire, dans un premier temps, on a une opinion, une idée qui vous est personnelle, mais qui est tellement importante que vous la considérez comme ancrée en vous. Elle ne bougera pas demain matin. Elle est ancrée. Elle s'enracine, cette opinion. Cette opinion, vous allez vouloir, bien sûr, la partager aux autres. Et en la partageant aux autres, vous allez essayer de les convaincre. Hein. Progressivement, ceux que vous n'avez pas convaincus, vous allez moins les voir. Hein, ce n'est pas la peine que je puisse voir des personnes qui ont une opinion radicalement opposée à la mienne. Peu à peu, vous allez vous entourer de personnes qui ont ces mêmes opinions et ensemble, vous allez dire, mais c'est pas normal, cette opinion est tellement importante qu'il faudrait que la société l'applique, qu'il y ait une loi qui permette que cette opinion soit. Et vous allez vouloir que la société puisse décider. Et puis, vous allez aller plus loin. Vous allez considérer que ceux qui n'appliquent pas cette idée devaient être condamnés, devaient être punis, devraient pouvoir subir le châtiment social ou religieux. Et enfin, au dernier niveau, vous allez considérer que vous avez, vous, à vous battre pour cette règle. Vous allez pouvoir vous l'imposer et vous devez vous engager. Hein. Ce processus que j'ai cité est le processus d'engagement. Il est valable aussi bien pour des idées tout à fait civiques que pour des idées les plus radicales. Imaginons que l'idée que j'ai eue dans la tête, c'est l'égalité femmes-hommes. Bien sûr, il est normal que je veuille la partager avec mes pairs. Et sincèrement, le copain macho, celui qui fait toujours des vagues sexistes, je l'invite moins. Je manifeste pour qu'il y ait une loi pour l'égalité. Je veux faire que la société puisse condamner ceux qui font des violences faites aux femmes. Et vous voyez comment ce processus il y est. Simplement, si ce processus part d'idées qui sont contraires à la laïcité ou contraires aux valeurs des républiques, elles peuvent entraîner que bien sûr la société ne va pas les accepter. Parce que la société est une société démocratique. Et bien sûr que la société ne va pas mettre en place des lois discriminatoires ou des lois violentes. Et donc, vous allez vous retrouver, vous, à vous considérer, vous,
le promoteur de cette idée, et un passage à l'acte et un passage à l'action. Ce processus de radicalisation est un processus qui fait rupture avec la démocratie, avec la liberté. Et au cœur même de ce basculement, c'est la certitude qu'ont certaines personnes que la violence est plus efficace que la démocratie. Et donc, au cœur, il y a un travail d'éducation sur les valeurs républicaines. D'accord, sur lequel on va revenir. Alors, vous avez exprimé que, comme le terrorisme, la radicalisation n'est pas du tout un phénomène nouveau. On en parle peut-être plus souvent aujourd'hui qu'il y a quelques années en avant dans notre histoire, sur les époques que l'on a vues. C'est un phénomène qui peut ne pas conduire à la violence, mais qui, lorsqu'il est suivi de passage à l'acte, effectivement, conduit aux actes, au type d'actes que l'on a vécu très récemment. On est donc dans une époque qui n'est pas plus radicale qu'une autre, finalement. Non, notre époque n'est pas plus radicale. Notre époque a simplement aujourd'hui vu ressurgir des éléments que l'on avait pensé être éteints. C'est la nécessité de pouvoir construire une société dans laquelle savoir scientifique et croyance puissent travailler ensemble. C'est la base même de la laïcité, puisque la laïcité n'est pas l'exclusion de la croyance et la victoire de la raison. C'est l'équilibre qu'il faut porter entre ces deux éléments. Et cela sous couvert d'une séparation des foi et du droit et du gouvernement. C'est cette base-là. Et on a vu ressurgir ce problème-là. Aujourd'hui, on voit ressurgir des besoins d'avoir des croyances, des valeurs, des foi. Et c'est un droit naturel pour chacun d'avoir une croyance ou de ne pas avoir de croyance. Ce besoin s'impose et il surgit par la violence et la violence terroriste comme étant une volonté d'imposition de certaines orientations religieuses dans le mode de vie général. Et alors, il y a choc, et voilà pourquoi on est devant quelque chose qui nous interroge. Ne croyons pas que nous puissions résoudre tout ce problème par de la rationalité. Je prends souvent comme exemple que liberté, égalité et fraternité, je ne connais pas la preuve scientifique que c'est un savoir scientifique qui marche. C'est une croyance. Nous croyons à la République, nous croyons à la liberté. Nous sommes faits de croyances. Simplement, il nous faut bien établir qu'il n'est pas possible qu'une de ces croyances domine toutes les autres et le fait. J'ai le droit de ne pas croire en les valeurs de la République. J'ai le droit, tout seul, de penser que, sincèrement, quand c'est moi qui commande, c'est beaucoup mieux que quand c'est les autres qui commandent. Je peux penser cela, mais je n'ai pas le droit, dans la République, de considérer que ça s'applique à tous, parce qu'il y a une forme de transformation de la République qui s'appelle la démocratie. Et tant qu'on n'utilise pas cette forme, qui est une forme pacifique, qui est la forme pacifique la plus utilisée dans le monde pour faire que l'on change de moment, alors la République doit se défendre. Alors justement, avant de passer à la question des réponses à apporter, de la prévention, une dernière question qui est que est-ce que cette radicalisation, ce phénomène n'émerge que dans des contextes particuliers? Autrement dit, qui peut se radicaliser, qui ne se radicalisera pas? Est-ce qu'il y a des études qui sont menées là-dessus, sur les profils? Qu'est-ce qui mène à se radicaliser pardon, et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne ne va pas le faire? Non, c'est souvent le défaut que l'on a quand on regarde le prisme de la radicalisation dans une communauté ou dans une ville. On a un prisme qui nous donnerait le sentiment que l'on aurait une explication sociale. Prenons le cas. Je vais prendre le cas des mouvements masculinistes. Les mouvements masculinistes sont des mouvements terroristes qui considèrent que ça suffit de la libération de la femme, que la femme doit être la serviteuse de l'homme et que la femme n'a pas à revendiquer. Vous le trouvez aussi bien dans le 16e arrondissement que dans les beaux quartiers de Toulouse, que vous allez pouvoir le trouver dans des quartiers plus populaires. Il n'y a pas de lien. On a souvent pensé que les questions de l'islamisme djihadiste ne se trouvaient que dans les quartiers. Quand on regarde l'historique de nombreux terroristes, on voit que ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. On sait qu'il y a deux éléments
qui sont toujours vecteurs de montée en violence, la pauvreté et la désespérance. Hein. Alors bien sûr, si vous avez des quartiers dans lesquels la pauvreté et la désespérance est plus importante, vous avez un problème social et vous avez un problème républicain. Et vous devez travailler à faire que ça s'améliore. Ce sont ces deux éléments. Mais au cœur de la radicalisation, il y a la volonté de séparation de l'unité commune, du commun, c'est-à-dire de faire que le moi et le nous se regroupent pour rejeter le eux. Il faut toujours produire un E qui est un E extérieur, et ce E extérieur est souvent choisi dans les plus pauvres, les plus précaires. C'est très rare que l'on ait eu des mouvements qui allaient choisir cela dans ceux qui étaient les possédants. Et donc, il y a au cœur des phénomènes de radicalisation un phénomène de discrimination et de racisme. En amont. En amont. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on peut prévenir la radicalisation? Peut-on le faire vraiment? Et comment lutter? Quels acteurs? Quelles ressources? C'est un vaste débat. Quels seraient les mécanismes de prévention possibles? Qu'est-ce que... Oui. Alors, les mécanismes de prévention sont nombreux. Déjà, réglons le problème. Il n'y a pas de test pour déterminer qui est radicalisé. Il n'y a pas de signes particuliers qui lui permettent de le faire. Il n'y a que ce sentiment qu'on peut avoir de rupture du dialogue, d'impossibilité de parler. Ça peut être quelqu'un qui est simplement buté ou ça peut être quelqu'un qui est dans une phase de cristallisation de sa pensée. Mais toutes ces tentatives sont vouées à l'échec. Il y a d'autres sources de prévention de la radicalisation. Premièrement, prenons les éléments qui sont les éléments éducatifs. Former au dialogue, former à l'argumentation, donner aux jeunes une capacité à l'oral, à qu'ils puissent s'exprimer et donner leur opinion. Bien sûr, s'ils donnent leur opinion et qu'il y a un refus de leur donner une place, alors on a des problèmes. Donc améliorer la participation civique des jeunes lycéens, améliorer la participation civique des jeunes collégiens, les amener à avoir le sentiment qu'ils peuvent s'exprimer. Ça peut être un élément. Bien sûr, il nous faut une éducation culturelle. Dès que l'on a des jeunes qui sont déracinés, qui n'ont pas de culture, il est tellement facile d'inventer une fausse culture, une culture merveilleuse. Hein. Je suis un Espagnol. Hein. Eh bien sûr, je peux m'imaginer que l'Espagne, c'est le soleil, c'est les taureaux et c'est les nanas. Et je peux toujours m'imaginer cela. Mais moi qui connais l'Espagne, je sais que ce n'est pas ça du tout. Donc, donnons une culture, développons des actions interculturelles et culturelles pour que chacun sache s'il est allemand, qu'est-ce que c'est la culture allemande, s'il est algérien, qu'est-ce que la culture algérienne, pour qu'il soit stabilisé. Senghor disait, pour parler aux étoiles, il faut avoir les pieds bien ancrés dans la terre. Donc, ancrons les pieds de nos jeunes dans la terre. Développons cela. C'est un travail associatif qui doit être fait, qui doit être renforcé. Mais bien sûr, ça ne suffira pas. Il faut lutter contre les groupes extrémistes quand ils sont structurés. Ils enfreignent la loi. Il faut pouvoir les interdire. Il faut pouvoir agir contre eux. Et pour cela, la loi doit garantir la sécurité. Il ne s'agit pas d'opposer citoyens et policiers. Ce sont tous des gardiens de la paix, des gardiens de la démocratie. Donc il faut pouvoir aller. Et au-dessus de cela, il faut essayer de traiter des problèmes de base. J'ai dit la pauvreté, j'ai dit l'exclusion, j'ai dit la misère humaine. Et il faut travailler, et c'est selon les actions des groupes sociaux et des structures sociales qui agissent pour pouvoir avancer. Et bien sûr, il faut pouvoir avoir une vraie politique internationale de sécurité, c'est-à-dire ne pas être à Miami avec des États qui financent le terrorisme, qui agissent contre le terrorisme, et savoir poser une véritable diplomatie de paix et de garantie de paix qui s'appuie sur des valeurs. Aujourd'hui, la diplomatie ne s'appuie plus sur des valeurs, ne s'appuie plus sur des raisons. Je crois qu'il faut pouvoir le développer. Et donc, on saura que dans certains pays, ça n'est pas la peine de travailler avec eux, car en fait, ils financent le terrorisme. Alors, on voit bien
Dans ce que vous dites, une éducation plurielle, si vous me permettez l'utilisation du mot, historique, avec une transmission des valeurs, une éducation citoyenne et politique, si je résume bien, peut-être aussi l'éducation Internet, si je me réfère à l'échange qu'on a eu précédemment, avec un enjeu de former des esprits libres, c'est bien ça. Est-ce qu'on n'a pas tendance dans nos sociétés occidentales en général et en France en particulier à ne pas concevoir l'éducation comme un mode de transmission non seulement du savoir, mais également de valeur? Est-ce qu'on n'appuie pas un peu trop sur la partie savoir au détriment justement de cette éducation un peu plus politique pour développer des esprits critiques? Oui, vous avez raison. On a beaucoup mis l'accent sur la connaissance, elle est nécessaire. Hein. Les savoirs scientifiques sont les outils du développement personnel de la personne. Sa capacité à avoir une autonomie, c'est parce qu'elle a des connaissances et une culture scientifique qu'elle va pouvoir se développer. Mais aujourd'hui, il nous faut non pas relancer, parce que c'est à l'ordre du jour, d'autres écoles. Il nous faut aller vers une école de l'esprit critique. Souvent, quand on parle d'esprit critique, c'est compris par les jeunes comme droit à critiquer tout. Non, l'esprit critique, c'est le droit d'avoir des opinions et essayer de les défendre par des arguments. Et bien sûr, respecter les arguments de l'autre. Sinon, on n'avance pas. Bien sûr, si on dit qu'il ne peut pas avoir d'esprit critique parce que tout est caché, tout est complot, alors on ne peut pas le faire. Ce travail autour de l'éducation aux médias et à l'information est fondamental, car il permet non pas d'idolâtrer tel journal parce qu'il serait objectif, mais de créer une fabrique de l'information chez chaque jeune qui va, à partir de ses opinions, pouvoir fabriquer de l'information. Il nous faut aussi, bien sûr, une école de la laïcité. Il nous faut retrouver le sens de la laïcité, parce que la laïcité, elle va permettre de montrer qu'il est possible de vivre ensemble. Que je ne fais pas erreur si je m'intéresse à ta religion. Je ne fais pas erreur si tu me poses des questions et je te parle de ma religion. Je ne fais pas erreur si je dis mais moi je crois en aucun Dieu et je pense que les dieux n'existent pas. Il n'y a pas d'erreur. Les risques, c'est la cristallisation de chaque religion prétendant dominer tous les autres. Donc il nous faut travailler sur cette question de la laïcité. Et en même temps, il nous faut travailler sur une école de la citoyenneté. Pourquoi? Parce que c'est au cœur des mouvements radicaux de vouloir rompre avec ce vivre ensemble. Il faut se développer, ce vivre ensemble. Un des mots qui sont le moins travaillés aujourd'hui, ce n'est pas liberté, ce n'est pas égalité, c'est fraternité. Comment construire une fraternité? Alors bien sûr, toutes les personnes qui ont une religion vont nous dire, mais moi je sais comment c'est. Dès que tu es de ma religion, tu es mon frère. Et dès que tu es de la religion inverse, tu n'es pas mon frère, tu es un mécréant et tu n'as pas le droit. Mais la République propose une fraternité qui n'est pas une fraternité de ressemblance, qui est une fraternité de différence. C'est parce que tu es différent de moi que je peux être ton frère, parce qu'il existe entre nous des valeurs qui vont nous permettre de vivre ensemble dans notre différence. Il ne s'agit pas de faire que tous les Français se ressemblent, ils sont tous différents. Il s'agit de montrer que notre modèle républicain est un modèle du vivre ensemble dans un respect profond des différences. Alors peut-être que s'accepter permet, c'est aussi mieux se connaître. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faudrait repenser un peu les programmes scolaires pour avoir un socle peut-être qui permette un peu plus ça, et notamment en intégrant au programme l'histoire des religions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que l'histoire des religions est importante. J'ai parlé de culture. On ne peut pas avoir une culture humanisme si on ne connaît pas les cultures des religions, mais aussi la culture des mouvements athées, la culture des autres philosophies de vie qui existent. On doit pouvoir avoir cet élément culturel. Ça permet quoi? Ça permet de montrer, par exemple, qu'il y a des ponts, il y a des possibilités entre les différentes religions, que le judaïsme n'est pas si opposé au monde musulman, que le monde musulman n'est pas si étranger que le monde chrétien, que la philosophie bouddhiste n'est pas si éloignée d'une philosophie du développement humain athée, que l'ensemble de ces formes de pensée vont nous parler les trois quarts du temps d'un homme qui puisse vivre libre, en égalité et pacifié. Donc je crois qu'il est important. En même temps, il est important de ne pas tout cantonner à l'école. L'école est un rempart, mais l'éducation et l'éducation d'existence se fait dans le quartier.
Et donc la place de l'association de Bibliothèques pour tous qui vient amener des livres, l'association sportive qui vient proposer des activités, l'association qui vient proposer des activités de théâtre, elle est fondamentale. Nous avons tous un rôle d'éducation et chacun doit penser que son rôle d'éducation. Et je pense au premier temps le rôle d'éducation entre les grands-parents, les parents et les enfants. Nous avons au quotidien un rôle d'éducation. Alors, très souvent, quand l'adolescent est là, on se dit, j'ai plus la place, je suis plus entendu, ou je ne peux plus travailler. Mais on a les éléments pour montrer. Je pense par exemple à la culture ouvrière dans beaucoup de nos territoires qui existent, ou à la culture agricole et de la paysannerie. Ce sont des éléments culturels très bons qui disparaissent pour être remplacés par la culture 2.0 de YouTube ou de TikTok. Oui, effectivement. Et donc, cet aspect de la coéducation que vous évoquez, de l'approche universaliste, m'amène à la question suivante, c'est la laïcité peut-elle constituer un rempart contre la radicalisation? Alors, Tendance à... la laïcité est un rempart contre toutes les oppositions et toutes les violences. Elle est ce rempart-là, mais elle n'est le rempart que des problèmes religieux. La laïcité, c'est pas la République, c'est pas les valeurs de la République. La laïcité, ce ne sont pas les droits de l'homme. Donc il faut une école de la laïcité, une éducation de la laïcité, mais une éducation des valeurs de la République. Il nous faut montrer que tout ça va ensemble, que quand on a déterminé les droits universels, on n'est pas en train de se prendre pour des dictateurs qui vont l'imposer à l'ensemble du monde, mais on donne un axe, on donne une orientation de la pensée qui est tout homme né libre et égaux en droit. Et c'est donc cette marche, c'est un enjeu, puisque parfois dans des pays, le droit n'existe pas, pour que, avec la forme de la démocratie, on puisse faire évoluer. En fait, je pense que la laïcité et les valeurs de la République sont un espoir pour la jeunesse. Simplement, tellement ils sont déçus de notre forme de démocratie qu'ils ont l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Il faut recommencer ce travail-là et il faut que chacun puisse avancer sur ces transformations. Alors, il semble que la question de la prévention de la radicalisation, euh, dans la conscience de beaucoup de personnes, soit l'affaire ou la responsabilité de l'État, des services publics, notamment l'école. Mais voilà, donc certes, mais est-ce que c'est également, ça doit être ça peut et ça doit être le rôle des citoyens? Alors, c'est toujours les rôles des citoyens. Une société n'existe pas si les citoyens considèrent que le rôle du vivre ensemble dépend de l'État. C'est un abandon de ses droits et très vite une dérive dans ses droits. Dès que le citoyen ne considère pas qu'il est interrogé à chaque décision politique et que c'est à lui à décider, alors très vite, on a des dérives démocratiques. Donc c'est chacun qui doit le prendre en compte. Il doit le prendre en compte pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de démocratie sans participation citoyenne, et on le voit. La grève des urnes fait d'immenses dégâts et bloque toutes les situations. Mais de plus, elle arme ceux qui disent il n'y a aucune solution démocratique, viens prendre la solution de la violence. Elle leur donne et elle les alimente. Et si je suis réticent à aller voter, je dois aller voter au moins pour faire rempart à l'autre solution, qui est la solution violente. Et deuxièmement, elle est importante pour chaque citoyen parce qu'il est entouré des autres et que dans les autres, il faut montrer sa fraternité. Si je monte dans un bus et si je mets mon masque, je le mets autant pour moi, pour me protéger, mais autant pour protéger les autres. Et je le fais autant pour montrer que je respecte la loi momentanée et que je considère qu'il faut respecter la loi momentanée. Cet exemple quotidien, il faut oser le porter. Les jeunes sont très attentifs aux exemples. Ils prennent beaucoup d'exemples sur Internet, beaucoup d'exemples sur la télé. Ils sont attentifs au fait qu'à un moment donné, ils voient des personnes qui sont habitées d'une idée. Et s'il y a une idée qui est très forte dans l'ensemble de la population, c'est l'envie de vivre dans leur pays et de la vie de vivre ensemble. D'accord, alors vous avez employé le mot de la loi, et on se dirige un peu vers la fin de cet entretien. À votre sens, est-ce qu'on a tout l'arsenal législatif qui est nécessaire ou est-ce qu'il faudrait légiférer encore et éventuellement sur quoi?
Alors, je dirais qu'au niveau législatif, on a tout l'arsenal nécessaire et que ça ne sert à rien d'empiler une nouvelle loi antiterroriste sur une nouvelle loi antiterroriste et que si on mettait en place ce qui existe, ça suffirait bien. Mais par contre, on n'a pas les moyens nécessaires et on n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir agir. C'est-à-dire qu'il manque beaucoup de choses. Je parlais des effectifs de la police judiciaire pour regarder, surveiller l'Internet. On pourrait parler de la présence des forces de police pour pouvoir comprendre et avancer dans cette partie-là. Je pourrais parler des personnels de l'action sociale, du travail social, qui ont besoin, ils sont nécessaires pour pouvoir vivre. Je pourrais parler des associations et la défense des associations. On est quand même dans une période où on a fondamentalement désinvesti financièrement les associations. On les a la plupart du temps ruinées ou mis dans des impasses. Et on est aujourd'hui à se demander si l'association est une bonne mode de fonctionnement. Il faut investir globalement dans l'association. Il nous faut encore de l'investissement dans la manière de politique. On ne peut pas traiter le terrorisme que par le seul versant sécuritaire. Il nous faut développer un versant éducatif et un versant culturel de cette action. Et des actions comme le parcours laïque citoyen que le département fait, des actions comme le concours Alter Ego Ratio que fait la région d'Île-de-France, des actions comme dans beaucoup de municipalités on fait, où on réunit les personnes et on leur donne des formations, sont fondamentales. Il faut investir pleinement dans cette action parce qu'elle ne passera pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous suffirait d'interdire le groupe le plus salafisé qui existe pour que le problème se... Il est là, et cette question est là, c'est une des questions du XXIe siècle, c'est comment on reprend main sur ce qui nous est commun. Et ce qui nous est commun, c'est l'éducation, la culture et le vivre ensemble. Et cela, il nous faut investir. Séraphin Lava, merci de vos éclairages. Je vous dis à très bientôt, très certainement au travers de vos actions sur le réseau Practices. En tout cas, on reste en lien avec vous. Merci infiniment des apports que vous nous avez amenés aujourd'hui. Merci beaucoup.